C'est l'heure de passer à notre gros sujet de la semaine. On avait décidé de faire un petit peu de perspective, puisqu'en ce moment on est un petit peu brûlant d'excitation face au mois de juin pour les séries qui nous arrivent. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 séries blockbusters qui arrivaient au mois de juin, et on avait décidé, de parler de ces séries-là, de les classer en fonction de notre ordre de hype et d'attente, en fait, et voilà, de discuter un petit peu de tout ça au cours du feu, quelque part. Alors, quelles sont ces 4 séries? Elles sont évidemment présentées ici dans la version image de ce joli podcast. Vous avez Star Wars The Acolyte qui arrive donc aux États-Unis le 4 juin, en France le 5, avec 2 premiers épisodes de cette saison 1, puis le reste, je crois qu'il y a 8 épisodes au total en hebdomadaire. Ensuite, on aura The Boys saison 4 qui arrive le 13 juin sur Prime Video aux États-Unis, donc le 14 juin en France. Ensuite, on aura le 17 juin en France House of Dragons saison 2 qui lancera en grande pompe le service Max en France. Et enfin, c'est une diffusion américaine pour l'instant puisqu'on n'a pas la date de diffusion française, c'est The Bear saison 3 qui arrivera en entier, en intégralité, le 27 juin sur Hulu aux États-Unis. Donc on s'est dit, attendez, là le mois de juin c'est quand même... C'est chargé, c'est chargé. Ouais. C'est pas mal. On va pas s'ennuyer. Tous les jours, il y aura quelque chose à se mettre sous les dents. Tu veux commencer par quelle série d'ailleurs? On commence par la plus... celle qui nous intéresse le moins? Ouais, le moins. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'on a chacun notre ordre de préférence, tous les deux. Ouais. Est-ce qu'on fait un point général d'abord sur chaque série et ensuite on donne notre avis, notre petit classement? Vas-y. Allez, bon, donc du coup, commençons par celle qui arrive la première, donc c'est Star Wars The Acolyte qui arrive la semaine prochaine, en fait, à l'heure où vous écoutez ce podcast. Star Wars The Acolyte, c'est un projet qui est annoncé depuis très longtemps, en fait, ça a été annoncé en 2020, au moment de la présentation des contenus Disney+, au moment où la plateforme, justement... était en train d'amasser en fait les contenus de façon gargantuesque. Et c'est un projet intéressant parce que c'est le premier projet Star Wars qui se situe dans la période de la Haute République. Alors, la période de la Haute République, c'est une période qui se situe à peu près 200 ans avant la menace fantôme et qui n'est plus traitée à l'heure actuelle dans dans ce qui est dans les œuvres canoniques de la saga Star Wars, du moins dans ce qui est visuel, et puisqu'en fait ça a été relancé sur le papier, quoi. Donc il y a énormément de bouquins et d'audiobooks du coup, mais aussi beaucoup de bandes dessinées et de graphic novels à ce sujet. Et là c'est la première production audiovisuelle autour de cette période-là, et ça va traiter notamment de tout ce qui est Sith et de tout ce qui est côté obscur à ce moment-là. C'est une période où les Jedi sont vraiment omniprésents et omnipotents dans la galaxie, et au top du top. Au top du top, effectivement, donc il y en a beaucoup. On va préciser que dans les rôles principaux, il y a Lee Jung-jae de Squid Game, et comment elle s'appelle, Carrie-Anne Moss, évidemment de Matrix, et Amandla Stenberg qui jouait Ruth dans Hunger Games et qui depuis a bien grandi. Et qui est super dans Bodies. Ah, j'ai pas vu. A24, qui est une comédie d'horreur qui est très bien. Stylé. Super. Et en fait, c'est géré par Leslie Headland, qui était showrunneuse de mémoire et co-créatrice de Russian Doll, et qui s'intéresse justement à tout ça et à se dire, ok, en fait, peut-être qu'on va aller chercher un petit peu les zones d'ombre des Jedi et un petit peu ces faillites-là. Donc, ça peut être intéressant. Alors, moi, déjà, le fait que ça aille loin dans le temps, et que ça aille justement toucher la Haute République, qui était dans KOTOR, on est d'accord? C'était Night of the Haute République. Ouais. Nice. Et c'était vachement bien, et j'ai trop envie de retrouver cet univers-là, qui est vraiment cool, qui est un... Elle cite justement des inspirations KOTOR dans ses interviews récemment, donc ça donne envie. Trop bien. Jouez à KOTOR si vous avez jamais joué à KOTOR, même si bon, il y a un coup de vieux, mais il y avait un remake dans les tuyaux qui ne se fera pas. C'est pas le sujet du moment. Non, ouais, moi ça me chauffe de ouf. Ça me hype
pour une série Star Wars beaucoup plus que d'autres séries Star Wars. Oui. Parce qu'au moins on part sur d'autres personnages, on part sur un autre décor, une autre temporalité. Ils peuvent lancer quelque chose de frais en fait là-dessus, sans avoir besoin de raccrocher les wagons avec les Skywalker, avec les films, etc. Machin, etc. Donc trop bien, vraiment rien à voir avec un Book of Boba Fett qui me chauffe tout de suite. Et tu peux y aller aussi sans avoir besoin de connaître Star Wars. Ça, c'est une très bonne chose aussi. Pour les néophytes, c'est cool. Je pense que tu as besoin maintenant aussi de points d'entrée où tu n'as pas besoin d'avoir vu 15 projets avant, en fait. Voilà. Je pense que c'est une super série pour ça, qui fonctionne bien. Il faut qu'elle soit réussie, par contre. Ah oui, bon, ça c'est un autre sujet, on verra, on jugera sur pièce quand elle sortira. Question dans le chat d'ailleurs, un épisode par semaine. Oui, c'est un épisode par semaine. David, effectivement, en fait, sur le lancement, on aura 2 épisodes le 5 juin, et ensuite ce sera rythme hebdomadaire sur les 6 épisodes suivants. Très bien. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis Disney Plus a aussi besoin de ce genre de fenêtre de diffusion là pour justifier aussi son coût et son nombre d'abonnés quelque part, et faire en sorte que les gens restent. Est-ce que je te donne la parole sur The Boys saison 4 ? Est-ce que tu te sens de nous parler un petit peu de cette série ? Bien sûr. The Boys saison 4, donc qui débarque juste après, on l'a dit, Star Wars The Acolyte. The Boys saison 4 qui est là par contre lié directement à Gen V. C'est pas mal d'avoir vu Gen V, notamment la fin de Gen V quand même, qui révèle un gros morceau de ce qui va se passer dans The Boys saison 4, même si il n'y aura pas trop de difficultés si on n'a pas vu Gen V, mais c'est vrai que c'est bien, je pense, d'avoir un petit peu de lore et d'histoire. Donc Gen V, qui est le spin-off un petit peu adolescent à l'université des super-héros, qui avait été diffusé, je crois que c'était à la rentrée 2023. Un truc dans le genre là. Ouais, je me souviens plus. Fin d'année. Et donc en fait, qui servait d'amuse-bouche à The Boys saison 4. Tout à fait. Et donc The Boys saison 4 qui vraiment, apparemment pousse encore plus loin les potards, mais les potards à fond. Et ce sera, si on comprend bien ce qui se passe dans les bandes annonces, plus ou moins le procès de Homelander, parce qu'à la fin de la saison 3, Homelander tue un type en plein comment ça s'appelle, discours, non pas discours, il est où il est dans la rue, ils sont tous en train de manifester, c'est ça, dans une manifestation. Ouais, c'est une espèce de meeting en fait. De meeting, voilà, le mec Homelander est vénère et il laser la gueule. Bon. Et avec le fameux mème du Ok. Et tout le monde l'applaudit, voilà. Et donc tout le monde l'applaudit, donc il a forcément ses fans et aussi ses détracteurs. Et dans l'ombre, les boys vont continuer de travailler pour essayer de descendre tous ces super-héros maléfiques. Il y a des petits nouveaux qui arrivent, qui vont aider les boys à faire leur boulot. Il y a des petits nouveaux aussi du côté des super-héros, donc ça c'est bien aussi. Une nouvelle super-héroïne qui s'appelle Firecracker, je crois. Pareil, un épisode par semaine. Ça va vraiment être la saison la plus intéressante, je pense, parce que c'est une année d'élection aux États-Unis et le marketing joue énormément là-dessus et on sent que ils vont s'en donner à cœur joie pour critiquer Trump et tous ses fans. Cette Amérique-là, Et d'un côté, c'est vrai que même s'ils critiquent à fond l'Amérique de Trump, tu sens aussi qu'il y a une critique des détracteurs de Trump qui parfois vont trop loin. Et donc les boys sont ces mecs-là aussi. Et des fois, les boys vont un peu trop loin dans le côté, il faut pas... Tu vois, le côté deux camps qui s'opposent. On critique les deux camps aussi, on va pas se mentir. Il y a quand même une critique de l'autre camp, quoi. Il n'y a pas qu'une critique des abrutis de Trumpistes. Il y a aussi une critique un peu de la gauche libérale qui veut absolument changer le monde. Ça marche pas forcément non plus, quoi. Donc c'est une série qui est assez fine avec de grosses guillemets là-dessus, ça dépend mais qui fait du bien justement en période un peu trouble et notamment aux États-Unis. Donc j'ai hâte de découvrir cette saison. The Boys, c'est complètement une série qui a des choses à dire en fait. Malgré ses atours très tonitruants et parfois graveleux, c'est une série qui est beaucoup plus intelligente qu'elle ne peut, qu'elle peut le faire voir, quoi. Et ça c'est un truc qui m'intéresse toujours avec The Boys, et notamment dans sa saison 4. Je vois dans le chat, c'est Jeffrey Dean Morgan qui arrive dans la saison 4 de The Boys, sûrement dans un petit rôle, ça sera pas un gros truc, mais Jeffrey Dean Morgan qui était Negan dans Walking Dead, et qui est un pote d'Eric Kripke, justement le showrunner, parce que Jeffrey Dean Morgan a joué pendant des années dans Supernatural, qui était la série d'Eric Kripke avant de faire The Boys. Donc voilà, il ramène tous ses copains. Mais bien sûr,
tout à fait. Donc j'ai hâte, moi. Ah ouais, bah, carrément, j'ai hâte de fou, on parlera du classement tout à l'heure. House of Dragon qui va ponctuer un petit peu le milieu du mois de juin avec cette fois un épisode par semaine. On n'a pas parlé de The Boys, mais il y aura la même diffusion habituelle, c'est-à-dire 3 épisodes d'un coup et ensuite un épisode par semaine de ce que je crois, enfin de ce que j'ai compris. Sur House of Dragon, on est vraiment sur la diffusion classique de HBO, à savoir un épisode par semaine. Il y aura 8 épisodes et pas 10 comme la saison 1. C'est la danse des dragons telle qu'on l'attend en fait depuis le début de la saison 1, c'est-à-dire que là ça y est, ça va se friter. Là ça y est, c'est la guerre. Évidemment, moi j'ai lu le bouquin donc je ne vais pas vous spoiler quoi que ce soit, mais vous imaginez bien que ça va partir dans tous les sens. C'est Westeros, c'est du Game of Thrones, c'est une période où les dragons sont règnent en maître en fait sur Westeros, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu en réalité dans les productions Game of Thrones, puisque dans les saisons les plus avancées de Game of Thrones, on avait 3 dragons, pas plus. Là, il y en a sur le théâtre d'opération disséminé, il y en a une quinzaine, quoi. Donc c'est énorme. Je sais pas comment ils vont s'y prendre, très honnêtement, mais j'ai très très hâte parce qu'il va y avoir de la baston et il y a évidemment toujours y avoir beaucoup d'intrigues politiques et voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas prêtes pour ce qui va se passer dans la saison 2. Non, c'est cool. J'ai hâte. Encore une fois, je me suis pas spoilé, tu m'as pas spoilé, donc trop bien. Et joli. Et Thomas nous montre en direct son coffret collector, c'est ça? Là, c'est le steelbook de la saison 1. Yes. mais non, très très hâte. Ça va être super. La saison 1 était très très bien. Ouais. Et j'ai l'impression que la 2 va être encore plus folle. La saison 1, c'était de la mise en place. L'échiquier est prêt, comme dirait Gandalf. Et désormais, voilà, il n'y a plus qu'à faire les moves, quoi. Tu penses qu'ils peuvent faire combien de saisons? Là, pour avoir relu toute cette séquence-là, je me dis, en fait, ça va vraiment dépendre de ce qu'ils adaptent dans la saison 2, jusqu'à quelle bataille ils s'arrêtent. Et en fonction de ça, je pourrais te dire, mais je suis en train de me dire que ça peut faire 5 saisons. Ah, quand même. Okay. À la base, je m'étais dit, ok, ça fait 4. Mais en fonction de de où ils s'arrêtent dans la saison 2, peut-être que ça peut faire 5. Ok. Ce qui serait joli. Ce qui serait énorme, mais à voir un petit peu. Il y a de la matière, et puis après, bon, c'est vrai que tu peux aller plus loin, mais je pense que sur ce conflit-là, qui dans le bouquin dure 2 ans en réalité, tu peux faire beaucoup de choses. C'est un spoil de dire que ça dure 2 ans. Bah oui. Bah oui. Clairement. Donc c'est... Non, c'est... Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe à ce que je dis sur tout ce qui est Game of Thrones. Mais oui, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé en fait de combien de temps ça pourrait durer. Il y a des gens qui disaient 4, d'autres qui disaient 5. Bon, ça va grandement dépendre de ça, mais ça fera pas 8 à mon avis. Non, ok. Bon, c'est déjà pas mal, 4-5 c'est énorme. Ouais. Pour un spin-off, grave. Très surtout avec le budget qui est nécessaire pour cette série-là. Oui, non, carrément. Okay. Et donc sur notre 4e série qui est un des blockbusters du mois de juin, je te donne la parole sur The Bear. Moi je connais vraiment beaucoup moins que toi. The Bear que t'as commencé, hein. Ouais, j'ai commencé hier soir, j'ai regardé la moitié de la saison 1 déjà. Ça se mange ultra vite, hein. Grave. C'est un jeu de mots, ça se mange. The Bear. Comme les sandwichs, finalement. Voilà, des Catesson. The Bear, qui est l'histoire donc d'un mec qui est un ancien chef de grand restaurant qui reprend un boui-boui de Chicago, celui de son frère, pour des raisons qu'on va pas expliquer parce que ça serait spoilé, et qui décide en fait de reprendre la cuisine en main, mais il fait face à des cuistots qui sont pas du tout d'accord et qui veulent pas du tout l'aider, et c'est vraiment un rythme extrêmement tendu, extrêmement vénère, que ce soit la réalisation, le montage ou les dialogues. C'est super, c'est extrêmement ciselé, je dirais. Voilà. Non, mais c'est très bien. C'est dur à résumer. À l'époque, c'est difficile à résumer. C'est difficile aussi d'en parler sans trop spoiler aussi, je trouve. Bah ouais. Ouais. Mais un super acting de Jeremy Allen White, qui est l'acteur principal, et du reste du cast, qui est vraiment excellent, qui devient de plus en plus intéressant, fouillé et travaillé, notamment son cousin Richie, qui jouera d'ailleurs la chose dans
dans les 4 Fantastiques. C'est des personnages qu'on déteste. Je pense que toi aussi, hein, tu les détestes au début. Allez, c'est-à-dire que le premier même contact le héros, avec hein, ces personnages-là... Ah oui, mais en fait, le premier contact avec The Bear est quand même un peu... pas difficile, mais il y a un truc de te dire, attends, mais... Je suis censé m'identifier à ces personnages-là, ils sont tous insupportables. J'ai au du mal, hein. Moi le premier j'ai fait... Ouais. Et en fait tu te prends au jeu, ça commence à venir à partir de l'épisode 3-4, et tu te dis, ouais, il y a peut-être des trucs à aller chercher. En fait, c'est des gens qui sont tous paumés, quoi, donc c'est intéressant à suivre. Ayo et Deberry, qui est génial, qui est super, qui fait la seconde de Carmi, Sydney, en fait, qui arrive... Sydney, qui arrive dans le premier épisode, là, dès le premier, et qui a qu'une envie, c'est de réussir, en fait, voilà, et de devenir un peu comme lui, en fait, de devenir, voilà, une grande chef. Et elle est vraiment super, cette nana. Et donc voilà, je vous conseille vraiment The Bear, donc la saison 3 qui sort très bientôt. En one shot, c'est un peu dommage, je pense, parce que j'aime bien... je vois pas trop l'intérêt, en fait. Déguster ce genre de série. Voilà, petit jeu de mots. Non, mais ça se savoure, quoi. Et vraiment, c'est un peu dommage de... Mais bon, tant pis. Après, chacun consomme comme il veut. Hein. C'est un épisode qu'on avait dédié d'ailleurs à la question. Est-ce que vous regardez en binge ou semaine après semaine? Est-ce que tu te fais livrer quelque part ton épisode de The Bear, ou est-ce que tu te fais un festin? Encore une fois, là, jeu de mots autour de la bouffe. Donc voilà pour The Bear que j'attends. C'est pas la série que j'attends le plus en juin, mais justement, on peut parler de notre classement des séries qu'on attend le plus. Tous les deux, parmi ces 4 séries, c'est laquelle que tu attends le plus, toi? Ah, est-ce qu'on ferait pas à l'inverse? Ouais. Alors, en fait, bah vas-y. Au départ, mon classement était simple puisque j'avais encore jamais vu The Bear, donc j'avais forcément mis The Bear en 4. Mais je vais quand même le laisser en 4 parce que j'ai vu que 4 épisodes, donc ça n'a pas vraiment de sens de le mettre plus haut pour moi. Même si, du coup, en fait, ça va me permettre de pouvoir l'attendre. C'est ça que je dis. La saison 3, en fait, je pense que j'aurais peut-être même pas terminé la saison 2 quand la saison 3 arrivera. Donc potentiellement que ce sera à réévaluer. Et pour moi, ce sera mon numéro 4. C'est sur quelle plateforme The Bear? En France, ce sera sur Disney+. Mais pour l'instant, on n'a pas encore la date de sortie française, puisque en général, les séries Hulu, sauf Shogun pour le coup, mettent un petit peu de temps à arriver en France. Et là particulièrement, vu que c'est une intégrale qui sort au même moment, on espère quand même, le phénomène The Bear étant ce qu'il est à l'international, on espère quand même que ça durera pas trop longtemps. Et pour l'instant, on n'a pas de date fixe sur la diff française. Non, bon, ça devrait pas tarder vu que ça. Voilà. Donc c'est mon numéro 4. Lequel est le tien? C'est aussi mon numéro 4. Ah ouais? C'est aussi mon numéro 4. Tu as changé? Parce que... Non, c'est pas que oui, j'ai changé. Oui, je t'avais dit autre chose. Oui, je t'avais dit autre chose. Mais en fait, c'est en discutant et en faisant le débrief là que je me dis que c'est le numéro 4 parce que je vais l'expliquer tout de suite. Mon numéro 3 est Star Wars The Acolyte. Parce qu'en fait, j'ai la curiosité de la nouveauté pour Star Wars et donc je me dis The Bear, c'est une valeur sûre. Oui. Ça va être très bien, ça va être super. Je pense que je vais sûrement même préférer The Bear saison 3 à The Acolyte. Il y a moyen. Mais j'ai toujours ce truc d'appétence pour la nouveauté. Donc je me dis, quand même, ça peut être cool. Voilà. Donc je passe directement à mon numéro 3, qui est Star Wars The Acolyte. Same pour moi. Toi aussi, ok. Parce que... je sens que c'est une série qui va tenter des trucs, qui va peut-être pousser un petit peu plus loin l'univers Star Wars, c'est ce qu'on attend depuis quand même très longtemps. Parce que si on fait le listing des séries Star Wars, c'est pas foufou. Hein, il y en a pas beaucoup des très bien. Non, voilà. Et puis Mandalorian sur la fin, c'est pas bien non plus, hein, on va pas se mentir. Donc, pour moi, il y a que Andor qui surnage. Il y a que Andor qui surnage, et donc Andor en plus, pareil, c'est une série qui a tenté des trucs. C'est une série qui tente toujours parce qu'il y a une saison 2 qui arrive bientôt. Ça c'est cool, tu vois, et j'espère que The Acolyte sera ça, quoi. C'est ce que j'espère pour The Acolyte. Ce que j'en ai vu dans les trailers, c'est sympathique. J'ai un peu peur que ce soit un Ahsoka bis par contre. Donc ça peut être ça, ouais. Donc c'est pour ça que je le mets pas plus haut, parce que vous savez que moi j'ai une appétence particulière pour la saga Star Wars, mais c'est pour ça que je le mets pas plus haut, parce que j'ai un peu peur d'être déçu. Donc j'ai pas envie de trop l'attendre pour autant. Bon, on sera vite fixé, hein. La semaine prochaine on aura déjà vu les 2 premiers épisodes, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai envie d'y croire, et j'ai envie de me dire c'est aussi une porte ouverte pour aller traiter d'autres choses
que la période Mandalorian qu'on commence à vraiment avoir connue depuis un moment, et pour aller un petit peu au-delà de la guerre des clones, puisqu'en fait c'est un peu que ça qu'on nous propose en ce moment. Donc ouais, j'ai espoir que ça soit de bonne facture. Ouais, pareil, j'espère aussi. En numéro 2, tu mettrais quoi? En vrai, je pense maintenant on a le même classement en fait. Oui. C'était pas du tout le même classement quand on s'en est parlé hier. C'est vrai. Mais donc du coup, numéro 2, ce sera The Boys pour moi. Ouais, pas pareil, The Boys aussi. Pour toutes les raisons que j'ai dit tout à l'heure en résumant la série. Mais, parce que c'est une année d'élection, donc c'est rigolo. En fait, je pense que c'est surtout comme ça qu'ils ont réussi à m'avoir à nouveau. Parce que The Boys saison 3, j'avais bien aimé. Je l'avais trouvé malin justement sur comment il traite le mouvement MAGA, etc. Là-bas. Mais c'est vrai qu'il y avait eu des moments où je m'étais dit, ok, bon, c'est bon, j'ai compris. À chaque fois, vous mettez le curseur un petit peu plus loin dans le truc gore et dans le truc un peu sexo chelou. Et ça, c'est pas exactement pour ça que je regarde The Boys. Par contre, c'est vrai que maintenant qu'ils ont un petit peu, ils commencent un petit peu à tourner en rond sur l'aspect super-héros, en fait, ils se permettent d'être plus intelligents sur l'aspect sociétal, en fait. Et c'est ça qui m'avait vraiment bien plu dans la saison 3. Et dans Gen V aussi. Ouais, qui est aussi là dans Gen V, et c'est pour ça que j'aime bien Gen V, et qu'on en avait parlé en bien d'ailleurs tous les deux l'année dernière. Complètement. Et donc ouais, moi j'y crois à cette saison 4 de The Boys. Ouais, ça peut être très bien. Et je crois qu'en fait, je pourrais regarder n'importe quelle saison de The Boys juste pour Homelander. Ouais, bah ouais. Mais vraiment, en fait. Juste pour une scène qui va me faire ah ouais, putain, Homelander, il est ouf, quand même. Et c'est un personnage qui va manquer, je pense, quand la série va s'arrêter. Parce que c'est quand même l'un des. Est-ce que tu crois que cette série peut tenir sans Homelander? Non. Je pense qu'elle s'effondre aussi. Hein. Elle s'effondre. Et il faut arrêter la série quand Homelander est plus là. Ah ouais, bah c'est clair. Mais vraiment, il faut un final où c'est fini, Homelander, c'est la fin, et c'est tout, quoi. D'ailleurs, le showrunner a laissé un petit peu la porte ouverte, comme quoi la saison 5 sera une fin un peu ouverte vers une saison 6. Donc, a priori, ouais. Faut pas tirer sur la corde non plus. Ouais, mais voilà. Ouais. Carrément. Donc ça, c'est notre numéro 2. Une fin où les méchants gagnent aussi. Et pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, ce serait cool. Ouais. Carrément. Et notre numéro 1. Sans grande surprise, je pense. J'aimerais bien savoir un petit peu dans le chat sur Twitch et sur YouTube et dans les commentaires, quel est votre classement de la hype sur ce mois de juin qui est quand même une mouture assez exceptionnelle, je trouve. C'est un millésime quelque part, juin 2024, un peu sympathique, mine de rien. Donc House of Dragon, évidemment, qui en fait a fait tellement ses preuves en saison 1, et montre déjà tellement de belles choses dans ses trailers dans sa saison 2 que je me dis il n'y a aucun monde dans lequel il se rate. Je pense pas non plus. Encore une fois, moi j'ai essayé de pas me spoiler du tout, donc j'ai regardé en me cachant les yeux les trailers qui passaient, mais donc je peux pas vraiment juger, tu vois, de toute la promo marketing qu'il y a eu autour. Oui, non, mais t'as raison, il faut pas. Hein. Mais je fais complètement confiance à l'équipe créative, vu ce qu'ils nous ont sorti en saison 1, ça a l'air très bien. Et je te fais confiance à toi aussi, qui met l'eau à la bouche à chaque fois en disant que on n'est pas prêt, ça a l'air... Après, il faut que j'arrête de dire ça, parce que c'est le meilleur moyen pour que les gens soient déçus, en mode « Ah, il nous avait dit ça, et en fait... » Ouais, peut-être, mais je sais que t'es pas dans ce genre-là non plus, toi. T'es pas dans le... Tu survends rarement les choses. Oui, c'est vrai. Donc, si tu dis que c'est lourd, c'est que c'est lourd. Ouais, donc je te fais confiance. On espère fort. Alors, j'ai le classement de Franck ici, avec un numéro 1, House of Dragon, ensuite en 2, The Bear, ensuite The Boys en 3, et The Acolyte en 4. On avait bien compris que Franck était pas trop hypé par cette production Star Wars. Donc, à voir, hein. À voir ce que ça va donner. Évidemment, alors on en a parlé la semaine dernière sur le post-enregistrement en live sur Twitch, mais nous en fait on va faire un petit dispositif un peu spécial autour de House of Dragon, c'est-à-dire qu'en fait nous tous les lundis évidemment on va continuer à enregistrer l'épisode actuel du podcast, mais ensuite on se retrouvera juste après cet enregistrement-là, et là où d'habitude on fait des jeux avec les viewers, etc., là on fera un débrief de l'épisode qui vient d'être diffusé de House of Dragon
sur autant d'épisodes qu'on pourra de la saison 2, et ça risque d'être assez intéressant. Finalement. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est nos JO à nous. C'est nos JO de Pop News. Voilà. Faut qu'on trouve un nom, avec peut-être un petit peu moins de rats et un petit peu moins de loyers surélevés. J'avoue. Mais ça va être cool comme dispositif. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Et donc en gros, dites-vous que 20h30, c'est l'habituel podcast. Et aux alentours de 22h, quand on termine notre enregistrement, ça sera le débrief de l'épisode de House of Dragon pour une vingtaine de minutes, une demi-heure, un truc comme ça, quoi, grand max. Ouais, carrément. Donc ça peut être sympa. Donc n'oubliez pas de follow les chaînes Twitch et ou YouTube pour être tenu au courant de ce genre de live, parce que c'est dommage, ce serait dommage de les rater. Exactement. Tout simplement. Voilà pour notre débat de la semaine. Hein. Vous partagez avec nous, bien entendu, vos classements de la hype sur le mois de juin en série. Et puis, nous, on lira ça avec grand plaisir dans vos commentaires, tout simplement.